Ok, donc merci. C'est sympa de voir qu'il y a autant de développeurs qui s'intéressent à la robotique industrielle, donc ça commence bien. Aujourd'hui, Maxence va nous présenter un peu son retour d'expérience dans la vie réelle dans une société industrielle robotique. Donc, moi, je suis Maria Goranovic, responsable marketing au sein de KUKA Robot. Ici, on a notre assistant intelligent et sensible, le robot Albert Iva, et Maxence Labusquère, qui est développeur Java de Zenica, qui a travaillé sur le projet industriel au sein de KUKA. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je viens du traitement de l'information, donc à peu près comme vous tous, et j'ai eu la chance, donc je suis très stack Java, back-end. Je fais beaucoup de la refonte de back-end pour typiquement SFR, Enedis. En ce moment, je suis tech lead chez SFR. Et j'ai eu la chance pendant 6 mois de sortir un peu de ce monde qui est quand même particulier du traitement de l'information pour travailler avec des robots de la vie réelle, de ce qu'ils appellent la vie réelle, avec le bout de code qui fait bouger quelque chose plutôt que de transformer du XML en JSON. Et c'est tout l'intérêt de ce talk, c'est essayer de vous passer cet émerveillement que j'ai eu pendant 6 mois, de travailler avec ce joli robot. Et donc j'espère que j'arriverai à vous faire passer cet émerveillement. Alors, on va organiser ça comme ça. Maria va nous présenter l'industrie 4.0, donc vous présenter pourquoi aujourd'hui on en est à la révolution 4.0 de l'industrie, vous présenter un peu le contexte. Derrière, on va enchaîner avec qu'est-ce que c'est un robot en fait, comment on programme un robot depuis la nuit des temps, enfin depuis que les robots existent. Et derrière, on va faire un peu de zoom sur ce robot qui a des particularités, qui est vraiment représentatif de l'industrie 4.0. On va vous montrer un peu comment le coder. Le but, c'est pas de vous apprendre à le coder, c'est vraiment de démystifier le code sur un robot et que vous montrez en 3 lignes, on peut faire bouger un robot. Et si on a le temps, à la fin, je vous parlerai aussi du framework en fait, parce que c'est un des robots qu'on développe en Java et c'est pour ça que je suis venu dans leur entreprise, qu'ils n'avaient pas l'habitude de développer en Java et je les ai accompagnés 6 mois pour les faire monter en compétences en Java, ce qui peut paraître un peu choquant parce que temps réel et Java font mauvais ménage. Donc on va vous parler de ça. Et puis si j'ai un peu de temps, je vous ferai un petit rec sur le projet et quelle était l'application concrète sur laquelle j'ai travaillé pour KUKA, qui était l'application pour Renault. Ok, donc juste avant de commencer, j'aimerais vous donner le contexte. Donc la société KUKA fabrique des robots, aussi des cellules ou des lignes complètes pour l'industrie, et notamment ce type d'application peut être retrouvé dans l'industrie automobile, agroalimentaire, dans la logistique, dans différents domaines, et même au-delà de l'industrie, on peut retrouver des robots dans la vie quotidienne, de plus en plus. Peut-être vous avez eu l'opportunité d'aller au Futuroscope, de faire un tour sur l'animation Danse avec les robots, ou de les voir dans les films, dans James Bond ou autres. Donc les robots sortent un peu du contexte industriel et se mélangent avec d'autres domaines. KUKA, 13 000 personnes. Aujourd'hui, on fabrique 35 000 robots par an, alors qu'il y a 12 ans, on n'en fabriquait que 3 000. Donc on voit qu'il y a une énorme demande et une invasion des robots dans tous les domaines de la vie. Maintenant, je vais essayer de présenter le concept de l'industrie 4.0 assez rapidement, parce que Maxence a plein de choses à vous dire et j'aimerais lui permettre ça. Donc l'industrie 4.0, c'est la 4e révolution industrielle. Donc la première, c'était l'apparition de la vapeur, machine à vapeur, la deuxième, l'électricité, et la troisième, qu'on vit encore aujourd'hui, dans les années 70, c'était l'automatisme, les lignes automatisées dans l'industrie et l'expansion de la robotique. Donc à ce moment-là, on a eu des exigences de sécurité assez importantes, donc avec les lignes figées, les barrières de sécurité. Et aujourd'hui, on vit une transformation, donc l'usine 3.0, est augmenté par le numérique et il y a plein d'autres transformations qu'on va voir par la suite. Donc pourquoi? D'abord au niveau des tendances sociétales, donc on a pu remarquer, et je pense que vous êtes mieux placé que moi de savoir que l'Internet a fait un boom et transformé notre quotidien. Déjà on est habitué à avoir la connexion sur nos appareils domestiques à distance, la domotique est partout d'un côté, et de l'autre côté, au niveau de nos exigences, on souhaite avoir les objets personnalisés et qui correspondent à nos goûts. Tout doit être individualisé. Donc, comment ça se transpose dans un contexte industriel? D'abord, la digitalisation devient l'Internet des objets industriels, ce qu'on verra tout à l'heure. Et au niveau donc, de cette individualisation, le mot-clé à retenir dans les tendances industrielles, c'est mass customization, c'est-à-dire
une usine qui produit aujourd'hui déjà en masse, maintenant doit produire en masse, mais des projets personnalisés. Donc, comment les industriels répondent à toutes ces nouvelles exigences et comment ils s'adaptent. Donc, chez KUKA, on a travaillé sur ce type de robot donc, qui est sensible, qui a des capteurs d'effort dans tous ses axes. Donc, au niveau de la sécurité, la donne change. Et aussi au niveau de la programmation. Donc, avant, chaque fabricant de robots avait son propre langage qui ressemblait à Pascal, mais je ne parlerai pas trop de la technique. Et aujourd'hui, ce type de robot est programmé en Java. Donc, il devient un objet connecté industriel. Donc, comme je disais, il est très sensible, donc les barrières de sécurité tombent. Après, effectivement, si on met un objet tranchant au bout, il ne va plus être safe, mais on parle des possibilités de collaboration et des applications collaboratives. Donc, les barrières tombent. Et en plus, comme on peut le voir ici, on peut mettre les robots sur des roulettes. KUKA travaille aussi sur le développement des plateformes mobiles qui sont également programmées en Java. Donc, ça nous fait un écosystème industriel en Java qui est mobile et qui communique entre les objets. Tout ça rentre dans le concept de usine 4.0 que chez KUKA on appelle production matrix parce qu'on imagine plein de petites cellules configurables qui communiquent entre elles et où les AGV, les plateformes mobiles, transportent les éléments, la matière première, les outils pour plus de flexibilité, plus d'agilité de production. Donc d'un côté, on a la communication entre les objets et de l'autre côté, les exigences de plus de suivi, de monitoring de la part des industriels. Donc pour cette demande-là, on a développé le KUKA Connect, qui est donc une plateforme logicielle basée sur le cloud, où on va récupérer les données des robots, mais aussi des produits annexes, des outils, et les envoyer d'abord dans une couche intermédiaire FOG pour plus de rapidité et plus de sécurité de données. Et ensuite, elles vont aller dans le cloud pour un traitement plus approfondi. Et toutes ces données peuvent nous permettre de faire, par exemple, la maintenance prédictive et d'empêcher une panne avant même qu'elle surgisse. Peut-être Maxence, maintenant, peut vous donner plus de détails techniques et raconter son histoire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les usines, c'est un système, quand il est installé, qui fonctionne, il reste là longtemps. Et ils ont l'habitude de... Quand ils veulent aller sur un robot, ils ont l'habitude de prendre l'ordinateur, prendre un câble Ethernet. Ils n'ont pas du tout le même réflexe que nous, d'avoir les trucs tout centralisés. Et vraiment, aujourd'hui, ils s'en rendent compte qu'il faut des usines où ils arrivent à centraliser toutes les informations des robots et puissent voir le robot à distance. Et donc, ils ont des logiciels comme ça qui sont vraiment le type de logiciel que nous, on sait faire et qu'eux, ils essayent de faire. Donc là, typiquement, en stack derrière, je ne sais pas si ça va parler à des gens, mais il y a du Cassandra, il y a du Kafka, il y a du Kubernetes. Donc c'est vraiment des choses, je pense, de plus en plus, vous serez amenés à travailler avec des industriels qui ont vraiment besoin de notre compétence de traitement de l'information parce qu'ils veulent vraiment se digitaliser, comme le montre ce produit de KUKA. On va parler de trucs de base sur un robot. Déjà, on en a un petit peu parlé, mais à quoi ça sert un robot et pourquoi c'est utilisé? C'est sur les lignes de production. Typiquement, c'est toutes les tâches qui vont s'automatiser. Donc mettre des cookies dans un papier, dans un emballage, ça va être typiquement un robot, c'est du pick and place. Donc aujourd'hui, il y a plein de tâches que là, des choses comme ça, tu as d'autres idées Oui, palettisation, la soudure, dans la fonderie, plein de tâches où on va soulager l'homme. Donc, en particulier sur tout ce qui est outils très lourds ou manipulation d'objets très lourds. Il faut, comme l'a dit un petit peu Maria, il faut bien aussi comprendre qu'il y a tout un secteur, toute la robotique n'est pas forcément uniquement industrielle et intéresse beaucoup les créatifs. Donc typiquement, il y avait des projets chez KUKA, on n'a pas de vidéo, mais typiquement, il y a des événements où on va louer des robots pour faire des chorégraphies avec des grandes télés pour un grand événement. Typiquement, là, quand j'étais chez KUKA, il y avait au Palais des Congrès de Paris, ou brancher le moteur graphique Unity pour que des designers puissent dessiner des mouvements qui sont reproduits par les robots. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont des technologies qui font que sur le moteur graphique Unity, les graphistes vont coder des mouvements et tout automatiquement sont reproduits par les robots derrière. Donc vraiment, il y a tout un contexte comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est des ingénieurs comme nous, donc ils aiment bien s'amuser. Donc là, typiquement, on a une petite vidéo, c'est juste pour vous faire rire, de quelqu'un qui, à sa pause déjeuner, a codé un petit programme de simulateur de surf et qui s'amuse comme il peut. Alors, typiquement, cette vidéo, il n'a pas le droit de faire ça. Là, derrière vous, vous avez un robot qui peut porter
sans doute une tonne. En théorie, ce robot est dans une pièce. À partir du moment où la personne rentre dans cette pièce, le robot doit s'arrêter. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est assez marrant, tu vois, arriver dans cette entreprise et de voir, oh, ça a l'air très sérieux, ils sont comme nous. Alors, qu'est-ce que c'est un robot? C'est là pour aller à une position et la maintenir, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, on peut se poser deux questions sur un robot. Donc ça, c'est les robots traditionnels. On verra que celui-là peut faire un peu plus. On peut se poser deux questions. C'est quoi une position pour un robot et quels sont les types de trajectoires entre deux positions? Avant tout, c'est un truc qui m'a été répété pendant les premières semaines. Un robot, c'est dangereux. Quand je suis arrivé à KUKA, il y a eu des tests. Il y avait des trous dans les murs, en fait. C'est des tests qui se sont mal passés. Donc c'est quelque chose qui est... Un robot, ça bouge. C'est pas on lance le test et on voit si c'est vert ou rouge. Parce que quand on lance un test avec un robot, on s'arrête, on prend le temps de réfléchir à notre application et on lance le robot. Alors il y a un mécanisme qui s'appelle l'homme mort, donc il y a un smart pad. Alors en fait, on ne t'a pas présenté, Johan, je suis désolé. Nous avons notre cher roboticien qui est là pour nous aider pour les manipulations, pour gagner un peu de temps. Donc on a un smart pad qui est en gros le joystick du jouet que vous avez là, mais qui est vraiment un truc qui est fait pour être dans les usines. Et ce smart pad, il a un bouton derrière. En fait, quand quelqu'un stresse, soit il appuie trop fort, soit il lâche. Et ce bouton, dès qu'on le lâche ou qu'on appuie trop fort, il fait que l'application s'arrête. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'homme mort. Le nom, il se met tout de suite dans le contexte le premier jour. Et puis derrière, nos trucs de test, on n'est pas à la même vitesse que dans les usines. On a des tests, on a des modes T1, T2, qui sont des modes de test avec la vitesse réduite. Et forcément, il y a un mode d'usine qui s'appelle le mode automatique, qui n'est pas un mode de test, comme vous l'avez compris. Donc vraiment, retenez, un robot, c'est dangereux. Donc deux types de positions. Il y a une position intuitive pour le robot et une position qui est intuitive pour l'humain. La position intuitive pour le robot, en fait, comme Johan vous le montre gentiment, c'est que le robot là est composé de 7 axes. En fait, c'est 7 moteurs qui peuvent tourner. Et c'est juste, on le met à une position, et lui dit retiens cette position, lui il retient juste comment ces moteurs sont tournés, et ça nous donne une position. C'est très précis, il n'y a pas de calcul, c'est intuitif pour le robot, voilà. Sauf que quand on veut, par exemple, dessiner une forme sur un objet, c'est quand même pas l'idéal, parce que on veut plutôt des positions, comme on est plus habitué, qui sont des positions cartésiennes. Donc vous avez tous fait un peu de maths, x, y, dans l'espace, x, y, z. Et en plus, c'est un peu plus compliqué, parce que l'outil que vous voyez, il ne faut pas qu'il arrive n'importe comment sur la pièce. Donc il y a toutes les questions d'orientation, pour dire à l'outil, tu vas arriver comme ça, et pas qu'il arrive de l'autre côté. Oh. Comme il a une particularité, je ne sais pas si Johan peut nous le montrer, c'est que c'est un robot 7 axes. Et quand on a 7 axes, on a une infinité de positions du robot pour aller au même point. Donc il y a un dernier critère, c'est la redondance. Donc je ne sais pas si tu peux nous montrer la redondance, Johan. Donc là, en théorie, vous allez avoir l'outil. Alors là, voilà, le robot il bouge. Bon, on n'est pas dans une position qui est très explicite, mais le robot bouge, l'outil ne bougera pas. En fait, il y a toute une infinité de positions pour laquelle maintenir un point. Donc voilà, ça c'est tous les critères de la Cartesian Frame. On peut aussi se poser la question, mais en fait, se déplacer, qu'est-ce qu'on déplace? Et en fait, un robot, il s'arrête aux flanges. Le flange, c'est là, et souvent, il y a un outil. Donc ça, c'est un outil pas forcément d'industrie, c'est plutôt un outil pour présenter. Mais, donc là, vous voyez, typiquement, il va tourner autour du TCP. Donc on a appris l'outil au robot, on lui a dit que le point que tu dois bouger, il est ici. Et là, on change juste l'orientation autour du point. Moi, je trouve ça fascinant de voir un truc qui tourne autour d'un point immobile. C'est assez magique. Et donc, on va plutôt déplacer pas la flange du robot, on va déplacer le TCP. De la même manière, vous imaginez que vous avez un tuyau de colle, vous voulez déplacer le bout du tuyau de colle et pas le flange du robot. Donc, on apprend des outils au robot. Alors, maintenant, entre deux positions, donc comment on décale le TCP, ça va être deux types de mouvements. C'est linéaire, pareil, très facile pour l'humain, linéaire, et sinon du PTP, qui est en fait juste un déplacement des moteurs. Comme vous avez vu, c'est par rapport à la joint frame. Donc, là, ça paraît assez simple. Il y a juste une dernière petite complexité qui se rajoute. C'est que, par exemple, s'il y a un robot qui va dessiner DevFest sur ce présentoir, on va apprendre le présentoir au robot, et après, on va décider que dans cette référentiel-là, on va dessiner les points du DevFest. Comme ça, si le présentoir bouge, on a juste à apprendre le robot le présentoir, et les points sur le présentoir ne bougeront pas. Comme ça, on ne apprendra pas tous les points. Donc, en fait, dans mon projet, moi, j'avais plein de référentiels qui s'imbriquaient les uns avec les autres. Et il faut savoir que aussi dans mon projet, je vous montrerai tout à l'heure, il y avait des référentiels qui bougeaient. Donc finalement, on passe sa journée
à être un peu comme ça. Alors attends, il y a ce point qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est imbriqué, et on passe la journée avec ces 3 doigts pour essayer de retrouver pourquoi le robot a réagi comme ça par rapport au code. Maintenant, zoomons un peu sur la particularité de ce robot. Parce que ce que je vous ai raconté, c'est vraiment les robots traditionnels, des robots asservis par position. Alors déjà, ce robot, c'est vraiment une star parce que c'est le premier robot qui respecte les normes industrielles et qui peut être collaborer avec les humains, qui a toutes les normes industrielles et qui peut aller dans une usine, travailler avec des humains et à côté de lui. Donc vraiment, il faut imaginer qu'il y a vraiment une séparation robot et humain habituellement. Donc si nous avons le pourquoi, c'est... Il y a plein de tâches qu'on n'arrive pas à automatiser qui sont des tâches de haute précision. En fait, un robot, c'est très précis, mais la vie qui est autour de lui n'est pas très précise. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé d'apprendre l'outil, le fait de le dévisser, de le revisser. Il faut réapprendre l'outil, parce qu'il y aura un petit décalage d'1 millimètre qui fait qu'on a besoin de réapprendre l'outil correctement au robot. Si je peux juste rajouter, là c'est la précision, mais aussi la sensibilité, c'est surtout ça. Avant, on ne pouvait pas faire l'insertion des pièces ou l'assemblage, avec ce robot, c'est possible. Et c'est exactement ça. Derrière, ça va nous permettre de en fait, simuler le comportement humain avec la sensibilité. Donc reproduire, plutôt que chercher la précision ultime, on va faire simuler le comportement humain qui va tâtonner pour insérer une pièce, va tâtonner et voir que tout d'un coup la pièce rentre et appuyer pour rentrer la pièce. Le robot est capable de faire ça, du fait qu'il a des... donc c'était vraiment automatiser des tâches comme ça. Derrière l'idée aussi, c'est qu'il y a plein de tâches où on a encore besoin de l'humain, mais l'humain a besoin de porter des grosses pièces. Donc le robot serait là en accompagnateur, et c'est vraiment le but de ce robot, c'est d'assister l'humain et de faciliter son travail de tous les jours pour porter des pièces lourdes et compenser le poids de la pièce. Et comme Maria vous l'a expliqué, aujourd'hui la robotique a envie de devenir plus agile. C'est un mot qui envahit tous les secteurs maintenant. Donc les lignes de production plus agiles. Donc c'est vraiment des robots qui ont été conçus pour ça. Alors on va voir, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, il y a vraiment une séparation habituelle. Et il faut rompre le côté la pièce à humain, la pièce à robot. Comment ils ont fait ça avec l'IVA? Alors, il y a des capteurs d'effort sur chaque axe. Donc là il y a 7 axes, et en fait il y a un capteur d'effort sur chaque axe. En fait il y en a 3, pour que ça soit bien sûr. Il y en a 2. Un qui calcule dans le sens négatif, un qui calcule dans le sens positif, et un qui vérifie que les 2 autres capteurs ne disent pas de bêtises. Parce que pour bosser avec un humain, il faut que ce capteur d'effort travaille. L'idée, c'est que si il rentre en collision avec un humain, il le détecte et il s'arrête. Donc si le système fail, l'humain est mort. Donc il y a un système de redondance avec 3 capteurs d'effort par axe. Cet axe, ça lui permet d'aller dans n'importe quelle position de manière assez agile. Je ne sais pas si le land guiding est activé. Land guiding n'est pas activé, mais c'est pas très grave. Donc c'est vraiment pouvoir aller dans n'importe quelle position et se replier sur lui-même. Autre chose tout bête, un truc qui est très logique à comprendre, mais qui n'est pas automatique quand on arrive, c'est qu'un robot, quand on lui dit de s'arrêter, il ne s'arrête pas tout de suite. C'est un objet physique, vous savez, l'inertie, un peu comme la voiture. Donc c'est pour ça que le robot est aussi léger. C'est très rare là, mais c'est un robot de 30 kg qui peut porter 14 kg. Normalement, des fois, c'est 6 fois plus, 7 fois plus la taille du robot par rapport au poids qu'il peut porter. L'idée, c'est pour éviter ce mouvement d'inertie. Plus le robot est lourd, plus il met du temps à s'arrêter. Donc là, on essaie d'avoir un robot léger. Et vous avez remarqué, il a une forme bizarre, c'est pour ne pas se coincer. Donc pendant que les robots tournent, il n'y a aucun moyen que je me coince une main dans les axes. D'où l'ergonomie qui est un peu originale. La deuxième particularité, c'est qu'il est... avant, il fallait qu'un développeur code sur le robot pour changer le process métier. Aujourd'hui, vous avez compris, ils veulent faire plus dans les usines, que les opérateurs puissent adapter le process de la ligne de production. Donc, on va faciliter modifier des paramètres sur le robot sans forcément coder. Donc déjà, on va faciliter, pour pas que ce soit forcément un ingénieur KUKA qui code sur le robot, on va utiliser un langage que beaucoup de gens connaissent, le Java, et on va faire, on en parlera plus tard, mais de la programmation par bloc fonction. Donc en gros, ça va être un peu comme du Mindstorm. Juste, par rapport à la programmation, je pense que ça a été dit, mais je souligne, pour nous, c'est vraiment nouveau. Jusque-là, on avait notre langage interne très simple, et depuis des années, les gens sont habitués à ça, et maintenant Java vient, et ça crée un peu de frustration pour certaines personnes. C'est pour ça que le travail de Maxence, et peut-être de vous demain, est très important, parce que ça permet d'avoir différents niveaux, une programmation expert Java, qui va faire plein de choses complexes, une programmation par bloc fonction qui va être simplifiée pour les utilisateurs basiques, et même un 3e niveau pour les opérateurs qui vont manipuler le robot avec sa fonction touch.
Alors, l'asservissement par effort, c'est quelque chose de très compliqué. Ça dépend de la température autour, ça dépend de plein de choses. Vous imaginez qu'il y a des capteurs internes là, qui font que quand je le touche, il le ressent. C'est extrêmement compliqué, donc je ne vais pas vous expliquer les formules de maths, mais c'est pour ça que ça met un peu de temps à sortir. Ce que je peux vous expliquer dans un exemple très concret à quoi ça sert, c'est qu'avant, pour faire cette petite trajectoire, il fallait prendre un point à chaque courbure. Donc typiquement, on va aller prendre un point ici, un point un petit peu dans la courbure, un deuxième point dans la courbure, et vous voyez plein de petits points. Là, on dit juste au robot, tu dois aller tout droit. Par contre, si tu sens de la résistance, tu t'adaptes. Et donc là, on lui a mis juste un point au début, un point à la fin, et on lui a laissé un degré de liberté. Ce qui permet au robot, par exemple, de faire ça. Là, en fait, les moteurs sont durs et rigides. Mais là, il détecte que j'appuie sur lui, et il compense en faisant actionner ses moteurs. Donc je peux le pousser, 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 et puis après, on lui a mis une force de ressort qui fait qu'il revient à sa position. Mais c'est pas mécanique, c'est du soft qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment là-dessus que c'est un robot assez exceptionnel. Donc typiquement, on peut imaginer un humain qui arrive et qui lui dit stop, ça se code en une ligne de Java, il le touche, ça le stop, il le retouche, ça redémarre par exemple. On peut imaginer vraiment plein de choses, et en fait c'est vraiment une technologie qui est assez nouvelle, et les applications dans l'industrie ne sont pas encore toutes découvertes, et aujourd'hui les usines commencent vraiment à s'intéresser à ce genre de technologie. Il y a une blague qui arrive souvent à KUKA, c'est le caresser, c'est l'adopter. Donc là en fait vous voyez un écran de SmartPad, et en fait, vous avez la force en newton par mètre sur chaque axe. Donc là, chaque ligne blanche est un axe. Je vous invite sur le stand tout à l'heure à venir et juste l'effleurer comme ça. Vous verrez ces axes bouger en puissance. Je crois que hier, certains ont essayé. Et c'est vraiment assez hallucinant. Donc, si ces axes bougent, c'est des informations récupérables dans le code. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le code avec ça. Donc, la moindre, il est capable de ressentir de quel côté ça pousse, avec quelle force, sur n'importe quel axe. Donc, typiquement, il peut manier une mine de crayon à papier sur une surface non plane, et il adaptera la mine à crayon de papier sans la casser à faire un trait continu. Impossible à faire un robot avec seulement asservi en position. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est codé à Java, on peut brancher facilement des IA dessus plutôt qu'un robot en langage propriétaire. C'est collaboratif, c'est flexible, je pense que la technologie va sortir du monde de l'industrie et venir dans votre quotidien. Et c'est aussi un peu un des messages de talk que je veux passer, c'est qu'on va bientôt être impacté dans notre quotidien par les robots. Parlons un peu du framework que KUKA a conçu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que KUKA est organisé en maison mère et en filiale. Moi, j'ai bossé dans la filiale France, mais ce n'est pas la France qui fait la R&D sur ce robot et qui produit ce robot. Donc, en gros, il y a la maison mère qui produit ce robot, qui le distribue aux filiales, et les filiales vont les vendre avec leur applicatif dessus. Donc déjà, le robot, c'est trois choses. C'est le robot, le petit joystick que Johan a dans les mains qui s'appelle le SmartPad, qui est le chose qui permet de contrôler, de manipuler, de faire les tests, et qui est vraiment utilisé dans les usines pour intervenir sur le robot. Et un ordinateur que vous ne voyez pas, qui est caché par le FlexFellow, qui est un autre robot, mais on n'en parlera pas. Donc un ordinateur comme chez vous, juste il y a une couche en métal parce que ça va dans les usines. Mais c'est vraiment un ordinateur comme chez vous. Dans cet ordinateur, il y a deux OS qui tournent en même temps. Il y a un OS temps réel et il y a un OS Windows. La deuxième chose, pour développer sur ce robot, on retrouve un Eclipse. C'est un Eclipse Indigo, donc un peu vieux, mais là ils sont en train de le moderniser. Indigo, ça va être 2009. Donc là, ils essayent de sortir avec la dernière version d'Eclipse. Et on a différents plugins qui vont vous permettre de designer nos blocs fonctions si on a envie de coder en bloc fonction depuis l'ordinateur et de synchroniser forcément le programme avec le robot qui sont forcément propriétaires. Donc on ne peut pas choisir trop son IDE, mais bon, on ne peut pas avoir tout. On a un beau joujou, on ne peut pas choisir son environnement de développement. Pour rentrer dans le détail, hein, sans vraiment trop rentrer dans le détail, comme beaucoup de choses dans l'industrie qui utilisent Java, c'est du OSGI. Alors qui connaît OSGI ? Quelques-uns. Donc c'est OSGI, c'est une notion de bundle de modules. Ça a deux particularités. Ça va être comme Jigsaw, le projet Java 9, de pouvoir cacher les classes. En gros, il ne faut pas que le robot soit hackable par les développeurs. Donc ils font des modules qui vont cacher tout le comportement. Il est impossible de pouvoir manipuler par réflexion ou quelque chose les classes qui font tourner le robot. Et la deuxième chose, c'est de déployer
de s'occuper des runtime du module. Donc c'est-à-dire qu'à chaud, on peut dire j'éteins un module et je le redémarre, ou je mets une nouvelle version. Et donc typiquement, là, vous avez différents bundles en orange, et vous avez un bundle qui va s'occuper du déploiement du robot et qui va éteindre l'application robot. L'Eclipse envoie par Git, synchronise le workspace sur le Windows. Le déploiement robot compile le code et le démarre dans le module qui redémarre à chaud sans éteindre la JVM et tout ça. Qu'est-ce qui se passe derrière pour diriger le robot? Tous les trucs de sécurité sont gérés par le robot. C'est-à-dire que quand je dis au robot on te touche, tu t'arrêtes, ça va être dans la sécu. Et ça va être en réel, on ne laisse pas le Java s'en occuper. Ils veulent bien faire des efforts, mais ils ne sont pas fous. Sinon, donc tout le robot est dirigé par VxWorks, et en fait, l'application qui est codée en Java ne fait que donner des ordres au VxWorks. J'espère que j'ai été à peu près clair. Alors c'est assez marrant, j'ai rencontré vraiment des développeurs géniaux qui ont fait de la programmation orientée objet avec un langage qui ressemble à du C, qui avait bien toutes les notions vraiment du beau code sur les anciens robots. Le seul problème, c'est que quand je suis arrivé, on était tous les trois, on était une équipe de 3 développeurs, mais on ne se comprenait pas, on n'avait pas le même vocabulaire. Donc tout ce que vous voyez là, ils ne connaissaient pas. Bah oui, quand on a un langage propriétaire, aller sur Stack Overflow, ça ne sert à rien. C'est bête, mais c'est vrai. AngularJS, c'est la pointe de technologie. J'utilise un langage qui date des années 90, qui fait très bien son taf, mais c'était pour eux pas habituel. D'ailleurs, j'ai dû leur faire une interface qui était sur mobile responsive, donc HTML5 AngularJS, c'est pas un truc de fou qui juste affiche les entrées-sorties du robot. Ça marche sur mon mobile, ça marche sur l'ordinateur. On arrive chez Renault. Sur l'ordinateur d'usine, ils n'avaient pas la compatibilité parce que les PC n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps. Donc c'est plein de petits trucs comme ça auxquels on n'est pas habitué, et voilà. Donc voilà, rien à dire. Et vraiment, pourtant, c'était c'est vraiment deux mondes différents. C'est des développeurs qui, en termes d'algorithmie, étaient bien meilleurs que moi et qui avaient tous les bonnes pratiques. C'est-à-dire que c'était assez marrant. Chaque fois que je leur parlais d'un design pattern, je leur donnais le nom, ils me disaient on ne connaît pas. Je leur ai expliqué, ils font ah bah si, on l'a mis en place. Et c'était assez cool de bosser avec des développeurs aussi compétents, mais qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. C'était un vrai plaisir et vraiment très enrichissant dans les deux sens. Donc, il y a deux frameworks, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a la robotique API qui va me permettre de diriger le robot, qui est basé sur le principe Hollywood. Qui connaît Hollywood? Il y en a quelques-uns. C'est Don't Call Us, We'll Call You. C'est quand à Hollywood, les gens postulaient pour des postes d'acteurs. À la fin de l'entretien, la personne disait me rappelle pas, si j'ai besoin de toi, je te rappelle. Donc en gros, c'est pour éviter d'avoir plein de gens qui les appellent parce qu'ils recevaient plein de gens qui voulaient devenir acteurs. Et donc en fait, c'est un principe qui dit que le framework doit t'appeler. Donc tu remplis des trous et c'est le framework qui t'appelle, plutôt que toi tu appelles le framework. Donc design pattern template, et il y avait le droit qu'à Javax Inject. Voilà, c'était du Java pur, Javax Inject. Ça fait du bien de faire des projets sans Spring, je vous promets. Donc je vous ai déjà dit les plugins et Eclipse propriétaires, et il y a de l'autre côté l'App Framework, un framework avec des blocs fonctions qui permet de faire les blocs fonctions. On va rentrer un peu dans le détail. Alors pareil, j'espère que vous voyez un peu, oui, ça devrait être bon. Là c'est vraiment pour vous montrer, mais si vous avez la chance, une fois dans votre vie, l'opportunité de travailler avec des robots, ne vous dites pas je ne suis pas assez compétent. Ça, c'est une application qui permet de bouger un robot. Alors on se fait injecter l'entrée et sortie, le média flanche, je vous rappelle le flanche c'est le truc qui est ici là. On va se faire injecter le robot, ça c'est le robot pour pouvoir le faire bouger, et on va se faire injecter deux données. Le données pour récupérer les points qu'on a appris au robot, et les données pour, c'était des paramètres qui sont sur le SmartPad. Donc là, sur le SmartPad, on peut mettre la valeur ID à true, ça va permettre de rentrer dans le bout de code. Depuis les data, on récupère la frame, donc le point qu'on a appris, et là on dit au robot move en PTP, vous vous rappelez le mouvement PTP, à ce point. Fin de l'histoire. Et comme on est un peu drôle, le dernier point sert à allumer le petit anneau bleu ici. Voilà, donc là vous avez fait bouger un robot. Bien sûr, j'ai fait des trucs un peu plus compliqués que ça, mais l'avantage de bosser avec un robot, c'est que c'est physique. Donc on n'a pas forcément l'expérience et on ne se rend pas compte, mais quand on nous explique les choses, c'est logique, parce que vous voyez le truc en face de vous. Donc c'était vraiment cool. Pareil, les blocs fonctions, vous avez compris, donc c'est vraiment comme du Mindstorm.
L'idée, c'est d'avoir un bloc fonction qui dit bouger, un bloc fonction qui dit ouvrir la pince, un bloc fonction qui dit fermer la pince. Chaque bloc fonction depuis le SmartPad est paramétrable pour dire à quel point, le nom du point auquel on doit aller. On peut imaginer tous les paramètres qu'on veut. J'ai pas mis de bout de code, mais croyez-moi, ça se fait en 2 secondes. Donc voilà, c'était vraiment cool. Des questions jusqu'ici? Non? Alors on va continuer à avancer. Parlons un peu Gaïa. Alors, j'ai été embauché sur le projet Gaïa. Je ne sais pas combien de temps. C'est bon. On est bon. Le projet Gaïa, ça a été pour la chose pour laquelle j'étais embauché. Donc, KUKA France reçoit ce joli robot de la maison mère, le vend chez Renault pour automatiser des tâches qu'on verra qui n'étaient pas automatisables avant. Et tout d'un coup, il faut coder l'application et des développeurs qui ne sont pas habitués au Java. Donc, ma première mission, c'était de leur familiariser avec le monde Java et leur donner les bonnes pratiques du Java. Et la deuxième mission, c'était de mettre en place l'architecture Gaïa. Donc j'avais mon client, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui demande l'impossible pour avoir le maximum du possible. Donc les premiers jours, il me dit, moi c'est simple, un robot aujourd'hui c'est trop compliqué. Tu vois, je prends mon iPhone, je le connecte au Bluetooth de ma voiture, et ma radio reconnaît que sur mon iPhone il y a le téléphone, il y a la musique et compagnie. Un robot ça doit être pareil. Ma grand-mère doit pouvoir recevoir un robot, et en 10 minutes, le brancher, s'amuser dessus. Oui, d'accord, donc il faut mettre en place une architecture qui correspond à ce besoin, d'accord. Et donc vraiment, ça a été l'idée, c'était de... En fait, on remarque un peu aussi ce comportement dans les frameworks aujourd'hui, c'est nous, en tant que développeurs, quand on met plus de 15 minutes à faire le how-to, de démarrer le projet et d'avoir un rendu visible et utile devant nous, on a tendance à passer à autre chose. De plus en plus, aujourd'hui, les produits, pour qu'ils se vendent, il faut un retour rapide. En fait, ils veulent la même chose avec les robots. Donc ça a été un des premiers objectifs du projet Gaïa. Et donc l'idée, c'était de créer des blocs de fonctions qui soient réutilisables. Donc vraiment ouvrir pince, que derrière, ça soit une pince Bosch qui a 15 entrées-sorties ou une pince d'une autre marque qui n'en a que 3, qui ne sont pas du tout pareilles. Faire que le même bloc fonction pince, quand on lui dit d'ouvrir la pince, quelle que soit la pince qui est accrochée, il ouvre la pince. Et la deuxième chose, c'est que là, on reste dans un contexte fun. J'avais un cahier des charges de 500 pages de Renault sur tous les principes de sécurité que le robot devait respecter. Par exemple, quand un robot est en mouvement chez Renault, il envoie un bit d'information toujours à true s'il est en mouvement, qui est redondé en plus à l'automate. Parce que dans les usines, c'est les automates qui dirigent les robots. Donc, il faut respecter tout ce cahier des charges. Et chaque marque, chaque usine a un cahier des charges différent. Donc tout ça, en fait, on part d'un besoin de... faut que ça soit très simple et unifié, très modulaire et tout. Et en fait, quand on fouille un peu dans le détail, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de particularités, que ce soit en termes de marque, de device ou de client. Donc là, c'est des slides d'architecture que j'avais fait à l'époque, enfin d'architecture pour expliquer un peu le concept et cadrer un peu le concept qu'on voulait. Donc l'idée, c'était d'avoir une bibliothèque de services, donc de blocs fonctions en fonction des métiers, les blocs fonctions pour la soudure. Qu'on ait un socle, Gaïa Core, qu'on ait les différentes specs des différents clients qui sont implémentés et que le client ait juste à choisir, moi je suis Renault, je prends Gaïa Core, Renault, et je fais de la soudure, je prends le bloc de soudure, et après qu'il design son process en bloc fonction. L'idée aussi de ce Gaïa, c'est, comme je vous ai dit, l'habitude dans les usines, c'est de prendre son PC, prendre son câble Ethernet, démarrer son Eclipse, télécharger le projet sur le robot, débrancher son câble Ethernet. C'est d'avoir un outil qui reconnaît l'installation robot en disant robot, t'es installé où, avec quel device à ton bout, parce qu'en plus je vous dis il y a un outil, mais souvent on a 2-3 accrochés à la flange, qui derrière prend dans la bibliothèque Gaïa tous les packages, les déploie sur les robots automatiquement, et dans la couche Gaïa Core, il y a toute une notion de monitoring, comme vous a expliqué Maria, qui renvoie des informations pour faire de la maintenance prédictive et compagnie. Dans la réalité, puisque j'ai quand même pas mal bossé de temps sur le process, j'ai eu peu de temps pour développer ce projet. Ça a donné quoi? Ça a donné des plugins Gaïa, plugins collaboration, et des providers pour le client Renault, puisque j'ai bossé aujourd'hui qu'avec Renault. Mais l'idée, c'est qu'on a fait un truc assez modulaire, et aujourd'hui, c'est implémenté pour d'autres clients. Il y a le Gaïa Core en haut, et forcément, il y a l'application qui, derrière, va nous donner un bout de code comme ça. On se fait injecter les plugins par inject, et on fait du binding avec nos classes, pour dire là je veux ça sur par exemple les entrées et sorties qui sont souvent très spécifiques aux clients.
Donc voilà, ça c'est pas très intéressant, mais c'est sur quoi j'ai bossé. Alors, je vous ai toujours pas dit ce que j'ai fait du marouflage. Alors, qui connaît le marouflage? Il y a une personne, deux, trois, c'est magnifique, vous êtes très bon. Moi, je connaissais pas, j'avoue. Donc, en gros, je veux bien que tu mettes play, ouais, ce sera plus facile pour expliquer. Merci Maria. En gros, il y a une porte qui va se décaler sur une nacelle. Alors là, la nacelle bouge pas parce que c'est une vidéo 3D. Il y a des trucs en polystyrène qui sont posés. Il y a un filet de colle sous le polystyrène et pendant que la porte bouge, il faut suivre le polystyrène et que le robot appuie pour appliquer la colle. Ça, c'est tout bête, hein, ça vous paraît un truc tout bête, mais on ne sait pas le faire aujourd'hui avec un robot juste à servir en position. Pourquoi? Parce qu'il faut pousser. Et en fait, il ne faut pas croire que dans les usines, les portes sont mises au millimètre près. Il y a des écarts de 10 cm dans tous les sens, à droite, à gauche. Les nacelles, elles ne sont pas adaptées aux portes et tout ça. Donc avant, on ne savait pas faire, et ce type de robot était censé améliorer, automatiser ce process. Alors la première chose à faire, c'est que, en fait, vous l'avez peut-être pas vu, je veux bien que tu remettes le début de la vidéo, s'il te plaît. C'est le robot, il y a un télémètre qui est au bout, et regardez bien, il va prendre 3 points de mesure. Hop, hop, et là, avec ça, il va détecter la position de la porte. Savoir si la porte elle est décalée comme ça, ou décalée comme ça, décalée comme ça. D'accord? Il récupère ses points de mesure, il réadapte sa trajectoire parce que la porte est décalée, il va sur le point, et en fait on s'en fout un peu de l'orientation comme ça ou comme ça parce que le robot il l'appuie. Et on lui dit tu appuies comme ça. Donc à partir du moment où il rencontre la porte, il appuie, et puis il appuie pas trop fort pour aussi casser la porte. Ce type de robot peut endommager la porte. Donc grâce au fait qu'il est capable de ressentir le fait qu'il est en train d'appuyer et quelle force il met, on est capable d'automatiser des process comme ça. Donc là, j'ai une vidéo un peu plus réelle. Ça, c'était mon bureau. Ça change un peu des open space à la Défense, je suis parisien, ou des choses comme ça. Donc là, il y a un axe linéaire qui fait bouger la porte. Bon, là, il n'y a pas une vitesse qui change, mais on s'adapte aux vitesses qui changent. Il y a le robot qui suit la trajectoire. Et donc là, toutes les secondes, il se réadapte à sa trajectoire en fait, en fonction de la vitesse qu'il lui a envoyée. On faisait de la prédiction de points. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, vous donner un peu d'idée. Une dernière chose qui était assez étonnante, c'est que vous savez, quand votre application ne marche pas en prod, globalement, c'est l'application qui ne marche pas, ou les problèmes réseau, parce que le firewall est mal... Enfin, vous voyez le truc habituel de la production. Là, en fait, ça peut être des choses totalement différentes sur lesquelles j'avais l'habitude. Mal apprendre un outil, ça peut nous donner 3 mm d'écart sur une trajectoire. Moi, je devais respecter moins de 5 mm. Le convoyeur, il avance, donc il faut que j'apprenne au robot la base du convoyeur. Il est sur 3 mètres. Si j'ai un écart de 1 degré sur 3 mètres, ça fait 5 mm d'écart. Donc il faut apprendre au robot une ligne qui représente le convoyeur, et à 1 degré, 2 degrés, je suis déjà en dehors de ma marge d'écart. Et puis c'est pas forcément évident. L'outil mal appris, cet outil il est facile à apprendre parce qu'il est physique. Le télémètre, on apprend un point qui est dans le vide en fait, qui est la focale du télémètre. C'est assez dur à apprendre. Un taux d'échantillonnage trop grand parce qu'on avait des problèmes d'information, on avait des matériaux qui nous envoyaient un taux d'échantillonnage trop grand. Le montage mécanique qui fait que ça marche pas. C'est vraiment un autre monde quoi. Et c'est assez hallucinant de voir qu'on peut développer de manière totalement différente de ce qu'on est habitué. Et en tout dernier, c'est le code. Et voilà. Donc c'était assez marrant de changer un peu notre mode de debugging en mettant le debugger et tout. Pareil, un debugger là-dessus. Il y avait le debugger, mais quand on fait une trajectoire en temps réel, le debugger sert à rien. C'est comme les tests unitaires, c'est un peu plus dur à mettre en place. Voilà. Merci. En fait, pourquoi je fais ce talk? Donc c'est essayer de vous... Si vous voulez, on peut jouer un peu le robot s'il nous reste avec un peu de temps. On va répondre aux questions. Mais c'est vraiment, en fait, dans les articles que je lis sur Twitter, dans le monde qui est le nôtre, on parle de, aujourd'hui, c'est la révolution numérique, c'est l'étape d'après. Mais je pense que la prochaine grande révolution, c'est le fait que la révolution numérique va impacter la robotique, et est en train d'impacter la robotique, c'est déjà le cas. Et dans 1-2 décennies, ces robots vont arriver dans notre quotidien, en fait. Et c'est surtout ça la prochaine grande révolution, c'est que la révolution numérique va permettre aux robots de venir dans notre quotidien. Et je suis sûr qu'en tant que développeurs, ils auront besoin du traitement d'informations et que vous serez de plus en plus amenés à des missions industrielles. Maria, je te laisse le dernier mot de la fin.
Oui, je tiens d'abord à remercier Maxence pour ce témoignage. Et juste comme il a dit, c'est un autre monde. Moi, je dirais c'était un autre monde. Aujourd'hui, les barrières tombent entre le monde mécano et le monde de geek en face. Et on travaille de plus en plus ensemble, comme on peut le constater. Même chez KUKA, on embauche de plus en plus de développeurs qui sont en train de transformer notre entreprise et travailler sur tous ces nouveaux concepts en collaboration. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est tout de suite sur le stand Zanika, et comme ça vous pouvez aussi Après, découvrir il nous le reste peut-être robot. un peu de temps pour prendre quelques-unes, je sais pas. Oui, peut-être. Ouais, on peut prendre quelques questions si les gens ont des questions. Parce que j'étais peut-être un peu vite. C'était compréhensible? Vous avez compris comment marchait un robot? Quelqu'un veut venir caresser le robot? Vas-y. Oui. Oui. Et le robot, pardon? Ouais. Alors c'est la slide, oui, alors, en fait tu appuies sur un bouton de synchronisation, tu attends 10 secondes, 5-10 secondes et ton application est sur le robot, tu prends le SmartPad et tu testes. Donc c'est plus le Ctrl-Shift F10 sur IntelliJ, je suis un utilisateur de IntelliJ, mais c'est pas non plus l'enfer. Par contre, il y a vraiment le côté qui est assez perturbant, c'est switcher entre ton ordinateur et le SmartPad. Donc en fait, je passe mes journées debout. T'es pas assis au truc, parce que quand tu veux manipuler le robot, tu es plus à l'aise debout avec ton SmartPad pour regarder s'il est au millimètre près. Et ce qui est assez perturbant, c'est que tu modifies une ligne de code, tu charges le programme, tu es sur ton SmartPad, donc en fait tu t'assois jamais. Je sais pas si ça répond à la question. Mais c'est assez cool de bosser debout et de jouer avec ça. Vraiment, je vous promets que c'est vraiment cool. Et mon seul regret, c'est que le projet était un peu à la bourre et que j'ai pas eu le temps d'assez m'amuser sur des projets un peu perso. Enfin, je jouais vraiment avec le truc et j'étais très orienté delivery focus. Voilà. D'autres questions? Oui. Après, c'est du Java. Même dans les anciens robots, ils ont l'habitude de synchroniser. Donc en fait, les robots, habituellement, il y a un automate qui va les gouverner. On va dire ça comme ça. En gros, je t'autorise à lancer ton process et le robot lance sa trajectoire. Et puis dans le code, on va mettre un point d'arrêt en disant tu attends de l'ordre de l'automate pour que tu continues ta trajectoire. Donc grâce à ça, ils vont déjà avoir un premier niveau de synchronisation. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils essayent de faire communiquer les robots entre eux. En fait, aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir des orchestrateurs qui vont orchestrer leur flotte de robots, mais que le robot soit indépendant et prenne des décisions tout seul, autonome, avec les plateformes agiles et tout. Et de plus en plus, il y a des projets. Il y a un projet à KUKA où typiquement, il y avait 2 robots qui se synchronisaient. Il y en avait un qui tenait la pointe pour lire le vinyle et un qui faisait le vinyle. Et en fait, il y avait les 2 robots qui bougeaient avec la pointe qui suivait le vinyle. Donc là, typiquement, c'était de la communication entre les 2 robots. Alors après, je ne sais pas si c'était vraiment ready to production, mais ça a permis à une agence de créativité. Mais vraiment, aujourd'hui, de plus en plus, ils veulent des communications inter-robots sans repasser par le master, quoi. Oui, même, on a la possibilité de les faire travailler en équipe, donc on appelle ça robot team. Donc c'est pas si nouveau que ça, mais ça s'améliore. C'est ça un peu. Alors j'ai passé une première partie donc sur le bureau que vous avez vu là, et puis après on allait chez l'intégrateur. Et en fait, comment valider ton code? Tu prends un exemple, donc tu prends une porte et tu fais une trajectoire dessus. Et en fait, le but c'est de montrer à ton client que tu as réussi à faire une trajectoire, que tu as appris une trajectoire devant lui et que tu arrives à faire une trajectoire qui arrive à suivre avec la porte qui bouge. Dans mes tests, en fait, on a bougé immédiatement la porte. Donc à partir de ce moment-là où le client voit ça, il sait que ton code fonctionne. Et quand il voit que la trajectoire ne change pas trop, il se dit bon, ça sera au moment d'apprendre les points, il faudra que je sois précis et ça marchera. Mais il n'y a pas de validation pure. Forcément, le robot, quand il a été produit, lui, il est archi-validé sur sa précision, sa sécurité et tout. En termes de process applicatif, c'est visible en fait. Et en fait, le fait de suffire de voir, puis il y a une certaine transparence dans les industries entre les différents partenaires, fait que tu vas juste montrer que tu as réussi à le faire, quoi, et qu'ils pourront le reproduire, et puis il y a beaucoup d'assistance derrière par KUKA. Mais au niveau des validations, concrètement ici, il y avait le développement du code Gaia pour Renault, donc cette partie-là est validée par Renault, et pour l'application en l'occurrence, c'était l'intégrateur qui devrait livrer quelque chose de fini et que Renault devait valider. Mais l'intégrateur ajoute d'autres éléments dans l'application. Là, il s'agit du code, mais derrière, il y a les outils et tout l'environnement, donc il y a 2 étapes de validation en fait. Donc voilà. Oui. Comment tu
Eh ben, c'est très dur. En termes de tests, et choses. Alors au début, moi, je suis arrivé un peu. Bon, on fait du Java, on va se mettre au TDD. Les gens, en plus, les 2 ingénieurs avec qui je travaillais avaient vraiment envie parce que c'est des choses sur lesquelles ils voulaient travailler. Ça a été dur, donc on peut le faire sur les entrées-sorties, simuler des entrées-sorties et voir que le comportement fait que on simule le mouvement, enfin on simule le fait que le robot bouge dans notre classe Java, qui fait que ça va bien envoyer le bon bit. Ça, on y arrive. En termes de mouvement, on n'y a pas réussi. Il y avait une problématique de temps, parce que c'était pas, il fallait 2 jours pour résoudre le problème. Et il y avait un simulateur qui est sorti par KUKA Allemagne, on n'a pas eu le temps de le fouiller pour voir comment on pouvait se brancher et tout. Donc j'avoue que cette partie, on l'a laissé un peu de côté et qu'il y avait très peu de tests unitaires. Après, il faut rester pragmatique. Et vraiment, c'est pas un truc qu'on fait en 2 heures où tu passes un peu de temps et ça marche. Il y avait vraiment des problématiques. Typiquement, on bossait sur des trucs temps réel. Je me voyais pas essayer de faire un moteur. Puis comme en plus on n'a que les applications côté Java, on n'a pas le vrai truc qui... C'était impossible en tout cas dans le temps réparti. Après, je sais qu'en Allemagne, ils bossent là-dessus. Et eux, c'est leur objectif, parce que les mecs qui créent ces robots, ils ont besoin d'automatisation. Donc j'ai un peu discuté avec eux, donc eux, ils ont des grosses usines de test, et ils ont toute une partie qui est non matérialisée, où le robot ne bouge pas, mais ils arrivent à quand même respecter le truc. Après, ils ne nous ont pas trop partagé non plus leur... ils attendent que leur produit soit bien fini avant de le publier aux maisons filles, parce que c'est normal en fait, c'est l'industrie, on ne sort pas des trucs bêta. Non, le bêta, ça n'existe pas dans l'industrie. C'est la fiabilité d'abord. Pour changer une JRE, donc là il y avait une JRE, je ne pouvais plus donner la version, c'était du 1.6, c'est 1 an et demi de test. Juste changer la version de JRE. Pour refaire toutes les normes et tout. Ils essayent d'aller de plus en plus vite, mais... Alors, je vais juste vérifier qu'on est bon encore en temps. Oui, une dernière question. Une dernière question, alors j'en ai 2. Je vais prendre les 2 si je vais répondre rapidement. Alors moi, quand j'étais là-bas, c'était 60 000 €, mais là, ils commencent à vraiment produire beaucoup, donc c'est redescendu entre 40 et 50. Ça dépend combien tu les achètes d'exemplaires. C'est dur d'en avoir un à la maison. Par contre, ils se branchent sur une prise électrique chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux lui donner une autre tâche à faire? Ah bah... Alors, très bien, tu peux le faire autre chose, mais lorsque toi tu développes une application, tu vas te dédier uniquement à cette tâche-là ou... Non, souvent en fait c'est des trajectoires, donc sans rentrer trop dans les détails, globalement le robot il va toujours revenir à une même position et il peut avoir 90 trajectoires différentes et en fait on va lui dire fais telle trajectoire, et chaque trajectoire peut être des choses totalement différentes. Il y a 2 problématiques souvent, là c'est le fait que la nacelle bougeait, donc on a un temps d'opération et qui fait que le robot est dédié à ça, parce que c'est la zone où il est dédié à ça. Mais on pourrait imaginer très bien de lui mettre d'autres bouts de programme et tout d'un coup lui dire tu joues pas ce programme, tu joues l'autre programme. Donc on n'est pas limité par rapport à ça, on est plutôt limité par rapport au temps de faire le programme, et physiquement, le fait d'avoir 2 choses qui font 2 trucs différents au même endroit, c'est assez rare dans une usine. Même si aujourd'hui, avec le fait de bouger et tout, c'est de plus en plus... Mais il n'y a pas de limitation en fait. Merci pour votre attention. Merci. Juste un dernier mot, je vais remercier Johan et Maria qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'avoir un robot pour vous, donc merci à eux.